OTEP. Bienvenue à tous. Je vous dis infiniment merci pour ce temps que vous m'accordez encore. Et je dirais bonne fête de Kwanzaa aux frères et sœurs. Et bonne fête de la nouvelle année ou bien bonne année aux autres amis et frères également. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est assez vaste. Mais il se trouve que je vais faire ce sujet sur une très longue période. Il est bien vrai que le sujet en question n'est pas un domaine sur lequel je parle régulièrement, parce que je parle plus de développement personnel et puis du peuple kamite, le financement et autres. Mais aujourd'hui, je vais commencer par, ensemble, on va analyser une situation et à la fin de la vidéo, je vais faire des propositions économiques, sociales, et financières et autres. Déjà, je dis merci à tous les frères et sœurs qui me contactent, qui viennent vers moi pour des idées. Je ne suis pas en train de dire que je le dis, le monopole de la connaissance. Hein. Non, je partage le peu que je connais. Si ce que je dis, certaines personnes se sentent impliquées ou intéressées, qu'ils aillent dans ce que je dis et prennent ce qui les intéresse. Si le reste n'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Si au moins, je peux dire dans 10 choses et qu'un des nôtres se retrouve dans un élément, s'il prend une seule chose et que ça améliore son quotidien, c'est tout ce que je veux. Et c'est tout ce que je pense que tout bon Kamite souhaite. Sur ce, aujourd'hui nous allons parler de ce que j'appelle le culte du fait divers. Ah oui, le culte du fait divers. Où le noir est devenu l'objet de toute expérience. Aujourd'hui même, les expériences sont devenues à ciel ouvert. Nous sommes devenus des sujets. Et puis même plus des sujets de laboratoire, les laboratoires sont devenus ambulants. Parce qu'on nous a pris les trucs qu'on a déposés devant nos yeux. Pour rentrer dans le sujet, comprenons déjà que l'homme, l'être humain, l'homme est un animal social qui se réalise par interaction avec autrui. Il dépend de l'éducation qui lui est donnée et cette éducation peut l'enchaîner ou le rendre libre. C'est une vidéo, je n'ai pas envie de revenir tout le temps. Vous pouvez revenir après. Nous observons ce phénomène où nous allons tous à l'école. Certains sortent avec le cerveau enchaîné. Si tu as le cerveau enchaîné, ton corps devient enchaîné. Et d'autres sortent avec le sorte plus fort et un cerveau beaucoup plus libre. Nos enfants et nous-mêmes avons été victimes. Vous comprenez où je vais en venir. Pour expliquer ceci, je vais prendre un exemple typique, l'exemple du développement durable. Le développement durable aujourd'hui est devenu un slogan où on parle de ça partout. Où on parle de ça à tous les coups. Mais ce que nous oublions, c'est que nos parents le faisaient déjà, ils pratiquaient le développement durable. Ils savaient qu'on ne doit pas détruire la nature. Ils savaient qu'on doit respecter la nature. On ne faisait pas n'importe quoi. Et puis, je pense que c'est en 1972 qu'au Club de Rome, certains pays se sont rassemblés. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de détruire leur environnement et puis ils ont décidé qu'on doit mettre sur pied le développement durable. Et puis, finalement, on se retrouve dans un état de distorsion. Bon, j'appelle ça une distorsion classique entre une attitude, ce qu'on pense, et un comportement, ce qu'on fait. Tout le monde pense que le développement durable est bien, mais combien le pratiquent? Voilà la question. Combien de personnes le pratiquent? Sûrement, vous n'allez pas comprendre pourquoi je parle de développement durable dans une situation kémite et puis panafricaine. Voyez-vous, lorsque vous regardez la télévision, on parlera des avantages du développement durable et autres. Mais dans les statistiques, on se rend compte qu'on a entre 5 et 15% de la population mondiale qui est véritablement impliquée. Primo parce que les produits bio,
Les produits équitables ont une part de marché assez élevée qui est dans l'ordre de 65%. Les produits cosmétiques, les légumes, les produits ménagers qui respectent les normes biologiques sont assez chers. Ça fait qu'on se retrouve avec des gens où ils ont bien envie, mais ils ne peuvent pas. C'est ce que je disais que c'est ce qu'on appelle la distorsion classique. Une attitude, ce que tu penses qui est normal, ce que tu penses qu'il faut faire, et un comportement, ce que tu fais en réalité. Il y a distorsion. Comme tu avais dit, que certaines personnes ont parlé dans une étude de distorsion du temps. Distorsion du temps. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Et pour comprendre ce phénomène, je vous conseille de chercher l'étude de Nielsen. Il a publié en 2015. Qui montre que les gens sont soucieux de leur environnement. Mais au fond, il n'y a que 5% de la population mondiale qui adhère. Ça fait qu'on reste au même niveau. Mais sachez que si les leaders voulaient effectivement que le développement durable évolue, ça doit évoluer. Parce qu'ils ont toutes les méthodes, ils ont toutes les techniques pour nous faire adhérer à leur philosophie. Mais comme ça ne les arrange pas, ils veulent détruire, on passe en second plan. C'est la même chose avec le kémétisme ou le panafricanisme. C'est la même chose. Le noir est d'accord que le panafricanisme est la solution à ces problèmes. C'est pas tout le monde qui adhère au kémétisme, bien sûr. Mais nous sommes tous d'accord. Mais combien adhèrent véritablement? Voilà la question. Combien adhèrent véritablement? On peut le dire. Comme je dis, c'est qu'il y a une attitude et ce qu'on fait. Combien de noirs adhèrent véritablement au panafricanisme? On va aller encore un peu plus loin en écoutant ce que le professeur, il y a un certain professeur Festinger qui l'a dit en 1957, où il a formulé une certaine étude, et puis à la fin, il a formulé ça parce qu'il a appelé la dissonance cognitive. Qu'est-ce qu'il appelle la dissonance cognitive? On va donner une explication très simple pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a formulé par la dissonance cognitive. C'est en fait, c'est une situation, il dit que c'est une situation, c'est une façon simple. Et cela se décrit par une situation interne qui cherche à retrouver une cohérence en cas de tension entre différents éléments qui forment notre psychologie. Et je vais expliquer ça simplement. Figurez-vous qu'on a deux exemples. Un exemple A et un exemple B. Ou bien deux sujets, sujet A et sujet B. Le sujet A est un fervent croyant. Excusez-moi. Le sujet A est un fervent croyant. Il croit à une religion éveillée. Et le sujet B n'est pas croyant à ces religions, mais il croit plutôt, il voue un culte à ses ancêtres. Le sujet A, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon truc là. Ok. Le sujet A n'accepte pas les croyances du sujet B. Et puis, le fait qu'il n'accepte pas, ça crée une certaine tension entre les deux. Parce qu'ils ont des croyances différentes. Pour que les choses marchent bien, pour que la situation se décante, il faudrait que le sujet A cesse d'être ami avec le sujet B. La tension va baisser. Ou le sujet B renie, c'est le sujet B qui n'est pas religieux, renie carrément le culte à ses ancêtres. La tension baissera. Au troisième cas, on interdit carrément le culte aux ancêtres. Il y a forcément une rappel. Et puis dans ces cas, on appelle ça la... C'est ce qu'ils appelaient la résolution
de la dissonance cognitive. Et puis ça s'exprime en 3 mots, qui est la fuite, le déni ou le rejet. Le sujet A, pour que l'attention baisse, il faudrait que le sujet A évite son ami. Il y a la fuite. Nous ne sommes plus amis. Il y a la fuite. Il y aura baisse de tension. Ou le sujet B renie carrément de faire le culte aux ancêtres, à ses ancêtres. Ça veut dire qu'il y a déni. Autrement, le sujet, la société carrément bannit le culte des ancêtres. Ça veut dire qu'il y a rejet. Voilà l'une des situations pour lesquelles où on va se retrouver dans une situation, on va se retrouver en train de résoudre ce problème, cette tension. C'est ce qu'il appelait la dissonance cognitive. Et puis, c'est la raison. Et puis, il y a quelque part où il dit que nous adoptons notre comportement en fonction de nos convictions, mais nous justifions a posteriori notre comportement en adaptant nos convictions. C'est très bien dit. Je vais répéter pour ceux qui n'ont pas bien compris. Nous n'adoptons pas notre comportement en fonction de nos convictions, mais nous justifions a posteriori notre comportement en adaptant notre conviction, en adaptant nos convictions. Pardon. L'exemple, c'est trop clair, quoi. On a l'exemple de le kémitisme, l'afrocentricité, le panafricanisme, qui est confronté à ce phénomène. Nous savons que c'est ce qu'il nous faut, mais nous voulons que ça s'adapte plutôt à nous. Je vais donner un exemple simple, une situation que j'ai vécue pas plus tard qu'hier. Je suis invité par un ami, je vais à sa rencontre. Il est avec son frère, qui est un homme assez plongé dans la religion. Il paraît qu'il est devenu pasteur. Le gars, l'ami en question, invite 2 jeunes filles, 2 sœurs. Et lui, il appelle l'un de ses amis que Joe. Il y a une amie là, il y a tes amis, les amis sont là, viens. Avant cela, le gars a passé la commande du truc. Je dis voilà, voici ce que je veux. La fille de ménage allait faire la cuisine. Les 2 filles arrivent, les 2 sœurs arrivent, je ne vais pas les appeler les filles, les 2 sœurs arrivent. Au moment de servir, de faire la table, à manger, le frère qui est religieux dit qu'il ne mange pas, Pourtant, c'est lui qui a passé la commande. Bon, on a banalisé, moi j'ai regardé, j'avais compris le phénomène, ce qui s'est passé dans l'esprit du gars. Et puis, pendant qu'on mange, il se met à l'écart. Au moment où il faut partir, il doit rentrer dans la voiture de son frère. Moi, je pars ailleurs. Il rentre dans la voiture de son frère. Et puis, il est obligé d'être assis derrière avec les 2 sœurs. Puisque, au départ, il allait déjà devant les filles, les sœurs étaient encore dans la maison. Le temps de sortir et venir dans la voiture, il se rend compte que lui doit plutôt être derrière avec les 2 sœurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il ne rentre pas dans la voiture. Qu'il va préférer marcher, aller devant prendre un taxi. Je l'ai regardé et dit, mais attends, ça veut dire que tout le monde est plongé dans la religion, qu'on refuse carrément, on réunit nos frères et sœurs à cause d'une conviction religieuse. Mais il y a quoi? Même si ce que le frère, tu n'es pas d'accord avec le comportement du frère, ça ne te retire pas le fait d'être frère avec cette sœur. Ça ne te retire pas le fait d'être un Africain, d'être en présence de tes frères et sœurs. C'est leur comportement, ça les intéresse, ça c'est leur problème à eux. Et puis nous-mêmes les Kémites, nous avons ce problème. Ne croyons pas qu'il n'y a que les chrétiens. On a tendance à vouloir se liguer en bloc, se retrouver rien qu'en Kémite. On va dire un Kémite, dès qu'il rencontre, ah c'est un aliéné, oh c'est ceci, oh c'est ceci, c'est un vendu, c'est ceci. Tu l'appelles, tu le fais asseoir. Tu lui dis ce que tu veux. S'il n'adhère pas, ça ne retire pas le fait qu'il soit ton frère. Ça ne retire pas ce fait. Il restera toujours ton frère. Sauf que vous avez des différences de points de vue ou bien des différences, si on peut appeler ça une philosophie. Et puis, ça fait que, personnellement, moi je me dis, si je me retrouve dans une situation où je veux faire mes affaires, on me dit d'aller dans une église et que je sais que ce que je veux vendre, c'est les chrétiens qui vont l'acheter.
j'y vais. Croyez-moi, je vais rentrer dans l'église, je vais prier, je vais parler ma langue. S'il faut que j'aille à la mosquée, j'irai à la mosquée. Certains compagnons m'ont demandé pourquoi je garde le nom. Je n'ai pas besoin de prendre le nom Imhotep, Kemet, je ne sais pas quel pharaon, je n'ai pas besoin de ça. Je reste le nom Ben parce que les gens qui vont me donner ce que je veux sont fiers que je porte ce nom. Mais ça ne change rien à mon engagement. Quand je suis au milieu des frères, appelez-moi avec tous les noms qu'il faut. C'est vrai que les noms dégagent certaines énergies ou bien ça dégage certains pouvoirs, je suis d'accord. Mais nous sommes dans un monde où il faut que nous adaptons. On a besoin d'argent. Et puis l'argent qu'on a besoin entre les mains de celui qui est en face. Si tu restes dans ton coin, tu vas mourir. Tu restes dans ton coin seul, tu meurs. Si tu veux revivre dans la solitude, tu meurs. Tu vas vers eux. Tu te comportes comme eux. Tu fais ce qu'ils demandent. Puisque c'est ce qu'il veut, il veut que tu portes ce nom. Ça ne t'empêche pas d'être qui tu es. Ça ne t'empêche pas de vouer ton culte à tes ancêtres. En passant, j'ai mon machin, j'ai mon machin. Ça ne me gêne pas. Je me balade avec. Appelle-moi Ben, appelle-moi n'importe quel nom. Moi, j'ai ma conviction propre. Le frère Kémy qui va me voir, dès qu'il voit le site, il comprendra. Quand je suis dans mes séminaires, j'aborde fièrement mon avec mes courriers, Je ne me gêne pas. Comme quoi, je voudrais que nous cessons ce genre d'attitude. Cessons ce genre de petits trucs et puis évitons de fuir les gens. Évitons de nous rejeter. Évitons le déni. Ça ne fait que nous mettre dans les problèmes. Si nous voyons que celui-là n'adhère pas à notre philosophie, on change. Mais on accepte toujours. Et puis comme je disais, pour sortir, généralement, pour sortir de cette tension, nous adoptons une des stratégies qui sont des stratégies qui rééquilibrent. Nous allons adopter des stratégies de rééquilibrage. Dans la fuite, je n'écoute pas. C'est régulier. Dans le déni, le problème n'existe pas. Ou dans le rejet, cela ne me concerne pas. C'est généralement comme ça se présente. Surtout ceux à qui nous essayons de vouloir passer notre message. C'est comme ça qu'ils voient la situation. Par ces trois chemins que je viens de dire. Et puis, je vais faire une vidéo suivante qui va expliquer comment l'homme commence par se connaître d'abord soi, de façon biologique. Ensuite, historique, puis il évolue, et l'évolution et la civilisation. Donc, je vous conseille de suivre la prochaine vidéo pour comprendre le phénomène. Au thème à tous et que nos ancêtres veillent sur nous.